Stella et l'Amérique met en scène Stella, une jeune prostituée de 19 ans qui est poursuivie à travers tous les États-Unis par 2 tueurs à gages. Comment naît une histoire aussi ébouriffante dans le crâne d'un écrivain? Alors moi, je dirais que j'ai 3-4 histoires par semaine qui germent comme ça. Heureusement, la plupart s'en vont, puis certaines restent. Puis celle-ci est née d'une simple idée un jour. Et si une prostituée faisait des miracles? Voilà, ça part de là, l'idée reste, elle s'en va pas, celle-ci. Et puis 2-3 ans plus tard, voilà, je me mets à écrire ce livre. Et ça part de cette idée que finalement, on était soi-disant chassés du paradis pour pécher de luxure. Et je me suis dit, et si la grâce revenait par le corps? Voilà. Puis à partir de là, ça soulève des questions. Ça soulève la question du dogme, du corps, du plaisir, du don, et de la grâce qui peut devenir aussi une malédiction. Donc voilà, c'est un « et si » à la Stanislavski. Et si on faisait... Voilà. Des fois, j'ai des romans qui naissent d'un fait divers que j'ai pu lire, d'un personnage que je vois passer dans la rue, ou alors d'une première phrase. Et puis après, moi, je ne fais pas de plan. J'écris quand une fois que j'ai décidé de commencer, je vis avec cette histoire, elle commence à se créer au fur et à mesure. Je crois que je continue à être ce gosse qui jouait dans sa chambre, qui allait jouer dans les bois. Et c'est ça, on est quelqu'un d'autre, on est les personnages qu'on incarne, on est multiples, on peut être plein de choses différentes, plein de personnages différents. Je continue à jouer, effectivement. Sauf que c'est un jeu qui devient sérieux, parce qu'il y a une matière, il y a un matériau, c'est l'écriture. Je crois que ça aussi, c'est la seule chose que peut espérer un écrivain, c'est travailler sur cette matière-là. Mais je continue à jouer, oui, oui. Stella est toute jeune, elle est très belle, elle est un brin naïve. Est-ce que vous diriez que c'est une ingénue? Oui, tout à fait. Oui, oui, il y a quelque chose chez elle de l'émerveillement, où les choses lui glissent dessus. C'est presque un conte, hein. Bon, c'est une comédie noire, mais il y a quelque chose aussi plus grand que la vie chez Stella. Et effectivement, elle est dans une forme de naïveté aussi. D'ailleurs, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Et quand le père Brown essaie de lui expliquer le dogme, pourquoi les pourchasser, etc., elle n'en revient pas, en fait. Stella et l'Amérique alternent la beauté, la cruauté, le trash, l'humour. Est-ce que c'est un équilibre qui est difficile à doser quand on écrit? En fait, c'est vrai que je réfléchis beaucoup sur comment j'écris, sur quoi j'écris, pourquoi j'écris. Et donc les sujets comme ça donc mais ce roman-là est venu de manière assez intuitive, assez spontanée. Alors c'est vrai que je crois qu'il faut un peu une dose d'inconscience quand on se met à écrire ce genre enfin en général. Et là, c'est vrai que je suis toujours sur une ligne très très subtile qui peut, je joue avec le cliché, je joue avec l'archétype, je joue avec une thématique pas évidente. Mais je crois que j'ai réussi à rester sur quelque chose qui justement... Alors voilà, bon, maintenant il y a ces mots comme sincérité qui sont galvaudés, mais voilà, je crois que j'étais assez convaincu de ce que je faisais, que je le faisais dans une optique plutôt bienveillante, quoi. Quelque chose qui raconte avec tendresse. Je crois que c'est un livre très tendre, finalement. C'est peut-être mon livre le plus tendre. J'ai des choses beaucoup plus dures et beaucoup plus noires. Normalement, vous êtes beaucoup plus polar, beaucoup plus sombre. Plus dans la tragédie. Mais c'est vrai que depuis quelques années, je me rends compte que j'alterne des livres plus tragiques et plus dans la comédie. Après, j'en profite pour saluer mes 2 éditeurs, Emmanuel et Thierry Boiset de chez Finitude. Il y a un manuscrit qui est lu. Et là aussi, j'ai aussi confiance dans le regard, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui joue pas, ou qui est trop ou pas assez, ou voilà, là aussi, pour jouer sur cette ligne de flottaison très subtile, parce que c'est plus subtil que ça en a l'air, ce livre qui est quelque chose où on rigole, etc., mais en même temps il y a des moments de profondeur et de questionnement. Voilà, il y a aussi le travail de l'éditeur derrière qui veille à ce qu'on... Voilà, il y a des débordements parfois, des choses pour resserrer un peu l'écriture aussi et la thématique. Comment vous brossez vos personnages secondaires? Parce qu'ils ne sont pas piqués de verre, hein, quand même. Hein. Ouais, alors là, ce roman polyphonique, je sais pas. Alors ça, c'est très mystérieux d'où ils viennent, pourquoi. Je récupère, par exemple, 2 personnages, Santa Muerte, qui étaient derrière les panneaux, il y a des hommes. Elle est déjà apparue une fois, elle revient ici, et puis une novella qui s'appelle Les Points, et le boxeur Frankie Malone revient 20 ans plus tard, patron du diner. Après, voilà, je crois que quand on écrit, on rentre dans c'est comme si on fait de la course de fond, où on marche longtemps, et à un moment donné, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et puis, je ne sais pas si c'est le surmoi qui s'en va, j'en sais rien, je ne vais pas utiliser des termes freudiens, mais il y a des choses qui... Voilà.
Et il y a il y a le surgissement. Et alors c'est vrai que c'est toujours difficile pour moi de dire pourquoi tel personnage est arrivé à un moment donné. Le tueur à gages devait être enfin ça devait être seulement Brin d'amour, hein, parce que les prénoms. Puis finalement, je me suis dit, mais non, mais s'il était à la tête d'une agence, puis elle envoie un gars, puis après ce gars sont devenus deux, puis après ils sont devenus des jumeaux, puis des jumeaux qui ne se ressemblent plus. Donc ils ont dû se faire la chirurgie esthétique, etc. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui avancent et qui arrivent. Le journaliste? Le journaliste, et là je fais intervenir aussi le réalisme magique, parce que moi j'adore Bolaño, j'adore cette littérature sud-américaine aussi. Et d'ailleurs à un moment donné, je solutionne un problème, parce qu'il cherche, il ne sait pas où elle est, grâce au réalisme magique. Donc faire entrer un peu de cette pensée magique aussi, tout simplement, dans le roman. Voilà, alors les personnages, c'est vrai que je suis un écrivain des personnages. Puis ensuite arrivent les lieux, et ensuite, à travers leur regard, on va avoir un regard sur le monde, sur la société, sur ce qui se passe. À propos de lieux, pourquoi avoir situé votre histoire au fin fond de la Géorgie? Alors, d'abord parce que c'est un des seuls endroits aux États-Unis où je suis allé, enfin, avec New York, un peu Louisiane. Parce que c'est aussi la patrie de Harry Cruz, qui est un de mes auteurs phares, qui vient de là. C'est Flannery O'Connor, c'est Carson McCullers, c'est toute une Faulkner, c'est beaucoup d'écrivains américains que j'adore qui viennent de là. C'est l'endroit du redneck de base, et puis là fleurissent ces écrivains extraordinaires. Et puis j'avais envie parce que Géorgie, mais après aussi, et pourquoi États-Unis? Parce que ça finit à Las Vegas. Alors il y a plusieurs raisons. D'abord, j'avais envie d'un terrain de jeu qui soit une unité de lieu. Si on fait démarrer ça en Bulgarie et on finit au Havre, on va traverser plein de frontières, de langues, de cultures différentes, ça va être un problème. Donc je me suis dit, unité de lieu, les États-Unis. Ensuite, j'ai pu me faire plaisir, parce que finalement, ces lieux, même si on n'y est pas allé, même si on ne les connaît pas, tout le monde les connaît, parce qu'on a vu des séries, on a vu des films, on a lu des livres, et donc c'est un territoire connu pour tout le monde. Et j'ai eu cette idée de finir à Las Vegas, parce que finalement c'est la ville du faux, c'est la ville du carton-pâte, et où Stella est censée révéler une vérité dans le faux. Puis en même temps on revient un peu en Europe, parce qu'il y a la Tour Eiffel, il y a le Colisée, enfin miniature, tout ça. Et puis la troisième chose, je joue aussi avec ça, avec les références. Il y a quelque chose de très pop finalement dans ce roman. C'est l'idée que les États-Unis, c'est peut-être le seul pays qui réécrit en permanence son histoire, l'histoire avec un H majuscule. Elle réécrit, je sais pas, je pensais au film récemment, Oppenheimer, sur le père de la bombe atomique, enfin en tout cas un des pères. Voilà, tout d'un coup, ce film devient la référence presque. Et on ne sait plus tellement aux États-Unis qu'est-ce qui est l'histoire vraie, la vraie histoire. Même les choses les plus sombres deviennent presque glamour. Il y a toujours cette idée de fictionnaliser le réel. Et donc j'avais envie de jouer avec ces codes, j'avais envie de jouer avec ça aussi. Voilà, ça c'est les raisons pour lesquelles c'est les États-Unis. À propos des personnages secondaires tout à l'heure, il y a une chose avec laquelle on sent que vous êtes beaucoup amusé, c'est les patronymes. Oui, ben, il y a toujours... Bon, les frères Bronsky, moi j'avais pensé au début les frères Bogdanov, quoi. Et il y avait quelque chose aussi dans le physique. Après, bon, c'est des gars beaucoup plus sanguinaires que ça. Mais en même temps, c'est s'attacher aussi à eux. Parce alors c'est des tueurs, mais ils font ça vraiment, ils ont un esprit de pro, quoi. Il faut faire les choses bien. Ils ont leur morale, ils ont leurs règles. Et en même temps, ils découpent un gars, ils le mettent dans son... Voilà, tout ça, il faut que ça soit bien fait. Et en même temps, ils discutent, ils citent Heidegger, etc. Donc voilà, je me suis amusé comme ça avec... Le prêtre, non pas possible. Voilà. D'ailleurs, il me le reproche à un moment donné. Il dit, mais il faut être un écrivain un peu tordu pour m'appeler James Brown. Parce que bien entendu, c'est un blanc quinquagénaire. Et chaque fois qu'il dit James Brown, les dents, mais comme le chanteur de funk. Puis c'est une croix pour lui. Donc voilà, après il y a Robert Smith, bon, c'est les Cure. Et puis Stella, ben, c'est l'étoile en italien. Et puis il y a 51 étoiles sur le drapeau américain, c'est la 52e étoile finalement. Et voilà, après voilà, Brin d'amour, enfin alors qu'il est à la tête d'une... Voilà, je m'amuse avec ça, il y a des petits clins d'œil aussi. À un moment donné, ils ont 1275 meurtres à l'heure active, ça fait référence à un roman de Jim Thompson. Voilà, donc il y a des petits clins d'œil perso, qui veut les voir, les voit. Et en tout cas, je me suis fait aussi plaisir là-dedans. Et parlez-moi de la place de la confession dans votre roman. La confession, quand même, un nerf de la guerre. Oui.
En fait, l'air de rien, il y a quand même pas mal de choses documentées. Bon, moi, je viens d'une famille père sicilien, donc catholique, mère d'origine Fribourg, en Suisse, un canton catholique aussi. Donc j'ai été baptisé, confirmé, j'ai même été enfant de chœur plusieurs fois. J'ai servi la messe, etc. Donc je connais cette culture, puis toute cette renaissance italienne, ces tableaux, etc. Et en fait, j'ai pris le Vatican vraiment comme un État, comme il y a toujours le haut clergé et le bas clergé. Et finalement, le Vatican a sa banque, ses maisons d'édition, son gouvernement, sa police, les gardes suisses notamment, qui au-delà du folklore sont réellement des soldats. Hein. Et le système du confessionnal est réellement le système sans doute le plus efficace sur la planète pour faire remonter une info. Parce que quand il y a quelque chose, en 24 heures, Rome est au courant. S'il y a quelque chose qui sort du... Et on le voit bien aussi, si on fait un peu de géopolitique, un pape polonais qui arrive à l'époque, juste avant l'effondrement du mur de Berlin et de Solidarnosc, etc., c'est pas pour rien. Ils ont un petit coup d'avance quand même. Il y a des jésuites, enfin, il y a des gens qui... Donc voilà, et la confession fait que l'info remonte, et puis après, ça devient l'histoire avec un Ch minuscule dans... Ce prêtre qui se rend compte qu'il a mis en danger la vie de cette jeune femme, donc va la protéger. Ça va être sa rédemption à lui. Vous avez eu des retours du Vatican? Non, non. Par contre, j'ai un retour il y a eu même quelques articles dans des revues catho. J'ai eu à Quai du Polar, il y avait un libraire de la Procure, qui est comme une librairie, et qui ont trouvé ça très drôle, etc. Non, j'ai pas eu j'ai pas eu de retour négatif à ce propos, quoi. Mais je crois qu'aussi, il y a ce côté drôle, il y a ce côté ironique qui fait que c'était pas l'idée de faire un témoignage à charge, hein, Mais en même temps, je dis 2-3 choses quand même. Demain, vous partez en vacances, vous avez un sac, vous devez glisser un livre dedans. Qu'est-ce que vous mettez? Je crois que je remettrai 2666 de Roberto Bolaño, parce qu'il y a encore toute une partie que j'ai pas compris. Demain, il y a un voyageur de passage qui pénètre dans une chambre d'hôtel comme celle-ci, tombe sur votre livre, Stella. Qu'est-ce que vous lui soufflez à l'oreille pour l'encourager à l'ouvrir et à le lire? Bon, je pense que je lui dirais de le lire parce qu'il va beaucoup s'amuser.